Et je vous propose tout de suite qu'on démarre par l'actu. Alors c'est un sujet qui est un sujet chaud, l'influence marketing, qui est maintenant un levier stratégique, des stratégies de communication, des stratégies marketing. On ne peut plus passer à côté donc cette influence. Et grâce à mes experts aujourd'hui, on va pouvoir en parler et surtout, ils vont nous expliquer comment créer un lien de confiance avec le public. Parce qu'aujourd'hui, le contenu se veut authentique et transparent. La question que tout le monde se pose, c'est comment bien choisir ses influenceurs. Philippe Lenchener, vous avez été dirigeant de Saatchi & Saatchi Publicis Worldwide en France, et puis vous avez cofondé, il n'y a pas si longtemps que ça, Reputation Age, qui est une agence de réputation et d'influence. Alors comment est-ce qu'on choisit les bons influenceurs Alors, pour que ça se passe bien, il faut commencer par ne pas les choisir. Il faut commencer par faire une introspection sur l'entreprise que l'on conseille. Ouais. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas de stratégie, n'a pas de positionnement et ne sait pas quel sillon elle va creuser, elle va faire de la gesticulation. Elle aura des contenus qui pourront d'ailleurs être remarquables, mais qui créeront un impact spontané. Mais vous savez, une marque, parce qu'on parle de ça à l'arrivée, c'est un être de mémoire qui construit sa perception au fil de ses prises de parole. Et donc, ça veut dire que c'est agrégatif, et on en vient là à nos influenceurs, que les influenceurs que l'on va choisir soient stratégiques, répondent à la stratégie de l'entreprise et puissent amener du contenu. Alors Jérémy Bendayan, cofondateur de Splasher, vous allez nous raconter un petit peu comment on peut choisir la bonne personne pour le bon contenu, pour la bonne marque ou le bon produit. Je suis totalement d'accord avec Philippe sur ce qu'il dit, mais pour parler plus technique, si on doit choisir un influenceur et faire un choix de façon assez factuelle, aujourd'hui, je regarderai principalement le reach, l'engagement qu'a l'influenceur. Et en fait, pour moi, on parle d'influenceur, mais aujourd'hui, on est plus dans... le mot est un peu obsolète, je parlerai plus de créateur, parce qu'on parle de création de contenu. En fait, un influenceur aujourd'hui ou un créateur de contenu est rechallengé à chaque fois par les algorithmes. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Lorsqu'on avait une communauté à l'époque sur YouTube, on publiait un contenu, il était soumis à notre communauté et on avait du reach, on était visible. Aujourd'hui, un créateur de contenu, en fait, il est rechallengé par l'algo à chaque fois. Et donc, même s'il a 1 million d'abonnés sur TikTok, Insta, il est possible que sa vidéo ne reache pas. Donc, ce qui est important de regarder, c'est l'engagement que le créateur arrive à avoir sur chacune de ses publications. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il sache maîtriser l'algo. Et donc, pour moi, c'est le premier critère que je regarde lorsque je dois choisir un influenceur. Et ne serait-il pas judicieux de solliciter une agence d'influence pour nous aider à choisir le bon influenceur, la bonne influenceuse? Ce qui est sûr, c'est que se faire accompagner permet d'éviter de faire des erreurs. Et il y a plein de marques qui se trompent lorsqu'elles choisissent des créateurs de contenu parce qu'elles ne vont pas choisir affinitaire par rapport à la cible, parce qu'elles ne regardent pas les bons KPI, et notamment le reach qui est hyper important, l'engagement. Alors, petite question pour vous, Andrea Ben Saïd. Donc, vous êtes président du groupe international de conseil Eskimos. Comment est-ce qu'on mesure la viralité d'un contenu, par exemple ? Aujourd'hui, j'aime bien l'idée qu'on parle de créateur de contenu et pas d'influenceur parce que l'influence telle qu'on la connaissait avant, selon moi, est morte. Pour une raison simple, c'est qu'avant, on prenait un influenceur qui avait des millions d'abonnés, qui avait un maximum d'engagement, qu'on appelait vraiment influenceur. Or, aujourd'hui, les algorithmes ont évolué et n'importe qui, vous, moi, même avec 100 abonnés, on peut faire un contenu qui va être autant viral que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Et j'en viens donc au fait que ça peut être intéressant de travailler avec des micro-influenceurs aujourd'hui qui vont être sur des niches très spécifiques pour toucher son cœur de cible plutôt que d'aller sur des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés mais qui n'auront pas l'engagement qu'on veut avoir dans la cible. D'accord. Alors Loïc, vous êtes un exemple parce que vous êtes donc un jeune youtubeur, créateur de contenu et conteur d'histoires. Et à seulement 20 ans, vous vivez de votre passion pour la vidéo. Alors racontez-nous un petit peu votre approche. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Andrea. Parce qu'en fait, je ne me décris pas du tout comme influenceur, mais plutôt comme créateur de contenu. Parce que ce que je vais mettre en avant, ce n'est pas ma personne, c'est plutôt les histoires que je vais raconter et ceux qui en sont les acteurs. C'est pour ça que je fais vraiment une distinction entre les deux. Là où un influenceur est connu pour ce qu'il est, un créateur est connu pour ce qu'il crée, tout simplement. Et alors, le rapport aux marques, comment ça se passe ? Enfin, moi, je me pose la question parce que je ne suis ni influenceuse ni créatrice de contenu un petit peu, mais c'est les marques qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers les marques ? Comment ça se passe ? C'est un peu des deux, en fait. Souvent, c'est les marques qui viennent à moi, mais il arrive aussi qu'on démarche des marques avec lesquelles on a envie de travailler. Et dans mon cas, j'adore collaborer avec des marques parce qu'à chaque fois, c'est un challenge de les écouter pour savoir quels sont leurs objectifs et de chercher à créer un format, créer quelque chose qui me permette de au mieux répondre à leurs besoins. Tout en restant dans ma ligne éditoriale. Et parfois, c'est l'idée qui vient en premier. Et dans ce cas-là, je m'autorise à démarcher des marques, par exemple,
j'ai une idée qui pourrait correspondre à des hôtels, je vais contacter plusieurs chaînes d'hôtels et voir si ça prend. Et si ça se fait, c'est super, parce que ça peut concrétiser une idée que j'avais en tête. Alors, comment est-ce que ça se passe pour une marque? Et on va parler de réputation avec vous, Philippe. Je me permets, quand vous avez une action comme ça avec un contenu, vous pouvez détériorer l'image d'une marque ou pas. Comment ça se passe? Est-ce que c'est cadré? Est-ce que c'est pas cadré? Jusqu'où vous pouvez aller? Puis là, vous pourrez réagir également, Philippe, puisque vous avez Reputation Age. Évidemment, détériorer l'image, ce n'est jamais l'objectif. Oui, j'imagine bien. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé, mais souvent c'est assez cadré. Il y a des contrats, on se met bien d'accord avant. Dans mon cas, les vidéos sont écrites quasiment mot pour mot, donc les scripts sont validés avant le tournage. Une fois que c'est tourné, c'est validé par la marque et tout est quand même assez encadré pour éviter justement qu'il y ait des soucis. Et l'idée, c'est qu'on crée la vidéo aussi ensemble en fait, pour que tout le monde soit heureux, que les abonnés soient heureux, que moi je sois content et fier de cette vidéo et qu'en même temps, ça réponde aux attentes de la marque. Et vous vous souvenez de la campagne qui avait fait un bad buzz, Andrea? Avec David Laroche. Ouais, vous vous souvenez? Alors ça, c'est sur LinkedIn, Pardon, effectivement, il y a les notions de répétition, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, et c'est tout le challenge d'un créateur de contenu lorsqu'il collabore avec une marque. Le problème, c'est qu'une marque, elle a un objectif business, donc elle veut potentiellement vendre ou parler de son produit. Et un créateur, s'il veut créer un contenu engageant pour sa communauté, parler d'une marque et faire quelque chose de commercial, c'est relou parce que sa communauté, elle n'est pas affinitaire avec ça. Elle aime plutôt se divertir sur le réseau. Et elle n'aime pas qu'on lui vende quelque chose. Donc en fait, tout l'art du créateur, c'est d'imaginer un format qui ne fasse pas publicité, qui soit le plus créatif possible. Et donc, quand vous relatez cet événement avec David Laroche, j'avais suivi sur un événement où il avait fait la promotion, le problème, c'est que tous les influenceurs avaient publié le même message, donc ça faisait très publicitaire. Et donc, du coup, il n'y avait aucun élément créatif. Ils l'ont publié en même temps, à la même heure. Donc, c'était tenez, voici une pub. Stratégiquement, Philippe, en termes de stratégie de communication, il n'y a pas du tout là. Mais c'est très, très intéressant là, parce qu'il y a déjà un premier pair qui sort, c'est que c'est beaucoup de travail, cette histoire. Voilà, ça ne paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Oui. Par rapport à ce que vient de dire Loïc, il y a une chose fondamentale. La première chose fondamentale pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il ne s'agit pas de dire du bien de soi et de se construire en se construisant publicitairement soi-même. Il s'agit de mettre le contenu en premier, d'apporter quelque chose et du coup de développer une compétence. Et alors, par rapport à ce qu'ont dit Jérémy et Loïc, on voit la chose suivante. C'est qu'on parle de brand content. Et on pourrait presque là, du coup, se dire que c'est une sorte de brand journalism. C'est-à-dire qu'on n'est pas très, très loin de l'information. Parce qu'effectivement, pour que le contenu colle aux attentes des gens, il faut avoir l'impression de leur délivrer une information intéressante, et donc l'utilité devient un mot fondamental, mais pour que ce ne soit pas rébarbatif, il faut le faire de manière la plus cool possible. Bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus de messages et on décrypte de mieux en mieux. Mais on se rend donc bien compte, là, au fur et à mesure de l'avancée de notre discussion, que c'est du boulot, cette affaire, quoi, et que c'est du marketing. Alors, juste, je me permets de rebondir là-dessus pour le sujet. En fait, vous étiez d'abord quelqu'un qui était dans le SEO, qui avait créé vos entreprises, etc. Et ensuite, vous êtes devenu influenceur de par l'intérêt de ce que vous racontiez et de l'intérêt pour votre métier et votre succès. Voilà. Donc, on l'a fait à l'envers. Exactement. Moi, je suis tombé dedans dans l'influence un petit peu par hasard. À la base, je suis un entrepreneur qui voulait faire du business comme tout le monde, qui voulait chercher des nouveaux clients. Et donc, quand LinkedIn est arrivé, c'était le premier réseau social B2B. Donc, il y avait toute ma cible des directeurs marketing, d'autres chefs d'entreprise. Et donc, je me suis dit, ça peut être un bon intérêt pour aller chercher des clients. Et en fait, au fur et à mesure de poster sur LinkedIn pour aller chercher des clients, j'ai eu de plus en plus de notoriété. Je me suis un peu pris au jeu. Donc, je suis vraiment l'entrepreneur qui est devenu influenceur. Mais j'aimerais bien mettre un petit point là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui veulent devenir influenceurs, mais qui ne sont pas vraiment légitimes par rapport à leur parcours derrière, et ça perd un petit peu de son charme. Parce que l'influence sans valeur derrière, sans projet, je trouve que ça marque qu'un seul temps. C'est un petit peu comme une marque qui voudrait faire un coup de publicité, mais qui derrière n'aurait pas de projet long terme. Donc moi, j'ai un petit message pour les influenceurs qui veulent se focus que sur l'influence, d'essayer d'avoir un projet derrière pour avoir une cohérence entre le projet et ce qu'ils communiquent. Et je pense qu'il y a un piège aussi, c'est quand on veut faire de l'influence pour de l'influence, on va rechercher plus l'algorithme que vraiment ce qu'on veut raconter. On va chercher le reach avant de toucher les bonnes personnes. Et cette course au reach, cette course au like, nous amène à proposer un contenu qui peut perdre en qualité. Bien sûr. Et c'est dommage, et on peut perdre aussi du crédit personnellement. À force de chercher du like, finalement, on se déprécie dans le temps. Mais du coup, les jeunes qui démarrent et qui sont mineurs, par exemple, ils n'ont pas forcément l'expérience que vous avez aujourd'hui, tous en tant que créateurs de contenu. Et comment, du coup, ils pourraient devenir impactants avec les marques? Comment pourraient-ils être crédibles? Je pense notamment aussi à Loïc, qui a débuté quand il était mineur.
Quel conseil? Je trouve que c'est un super débat, l'influence pour les mineurs, parce que justement, on peut se poser la question de à quel point il peut y avoir des dérives, parce qu'on sait par exemple que certains réseaux sociaux ont été décriés pour mettre en avant certains contenus que d'autres, et donc ça pouvait pousser des mineurs à proposer des contenus qui pouvaient être pas forcément adaptés à leur âge, je trouve, personnellement. Donc justement, on revient dans le problème dont je parlais. Donc c'est un vrai sujet, je pense, le débat. Et peut-être que, je ne sais pas, Jérémy pourrait nous en parler. Est-ce que par exemple, toi, tu travailles avec des mineurs, je ne sais pas, avec ton agence, mais je pense que c'est assez compliqué comme sujet. Et sur un plan juridique, nous dire aussi, Loïc, après Jérémy, ce que tu as fait, comment tu as fait pour créer ta Comment j'ai fait société? pour entreprendre C'est ça. jeune? En fait, c'est simple. À 16 ans, je voulais devenir vidéaste freelance. Donc, je n'étais pas encore créateur, mais j'étais déjà dans la vidéo. J'ai toujours eu cette passion. Et pour pouvoir créer ma micro-entreprise, j'ai dû être émancipé. Parce que je suis allé à la chambre du commerce, j'ai dit comment on fait? Ils m'ont dit t'as pas le choix, tu dois faire ça. Donc je l'ai fait. Et j'ai pu créer ma Comme boîte ça, à à 16 16 ans. ans. À 16 ans. Avant 16 Tu ans, avais on peut même besoin pas. de l'accord de... Il y a besoin de l'accord des parents, évidemment. Ouais. On ne décide pas du jour au lendemain soi-même qu'on va s'émanciper. Mais c'était obligatoire à ce moment-là. Oui. Mais petite précision, par exemple, si vous avez entre 16 et 18 et que vous n'êtes pas émancipé, vous pouvez créer une entreprise, mais pas une activité commerciale, uniquement une activité artisanale ou agricole. Donc si vous souhaitez devenir influenceur, entrepreneur entre 16 et 18, il faut effectivement, impérativement être émancipé. Vous disposerez ensuite de la capacité juridique et vous pourrez accomplir les actes de gestion au nom de la société. Et donc, vos fournisseurs au début, vous prenez au sérieux les marques, ou il y avait vos parents qui étaient à côté? C'était comment? En fait, en tant que vidéaste freelance, j'ai vraiment commencé dans une petite ville en province. Et en fait, je travaillais avec... mon premier client, c'était mon coiffeur, pour vous dire. Je lui ai parlé de mon projet de faire de la vidéo. Il m'a dit, mais c'est super, tu pourrais faire une vidéo pour mon salon. Puis après, j'ai fait d'autres vidéos dans la ville pour des restaurants, pour des chambres d'hôtes, pour des petites entreprises, des couvreurs avec des plans drone. Bref, plein de choses que je trouvais passionnantes à l'époque. Et j'avais déjà cette volonté d'écouter un client, d'identifier ses besoins et de créer la vidéo parfaite pour y répondre. C'est passionnant. Alors, on va continuer à parler de ça. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur la réputation et sur le message que les créateurs de contenu passent, puisque c'est un message qui peut avoir une portée très, très forte. On parle de vérité, on parle d'authenticité, mais on parle aussi de transparence. Et je voulais qu'on regarde ensemble une vidéo d'un businessman qui a une forte influence. On en reparle juste après. Si vous allez en Grèce et que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Tous. Bah non, celui-là il tient très bien par exemple. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Un coup de peinture et vous le réouvrez. Ah, il faut un sacré coup de peinture quand même. C'est dû à une différence d'éducation. Pas du tout, non. C'est plutôt les aléas des incendies, des invasions. Par exemple, le Parthénon a très bien tenu jusqu'au règne de Louis XIV. Les Grecs, pour devenir architecte, passaient 15 ans d'études en maths. 15 ans, carrément. Mais pourquoi pas? Alors moi qui t'ai inventé, j'aurais dit 30. Il faut quand même savoir que la Rome antique est la société et l'empire le plus vieux qui ait jamais vécu. Ah d'accord, non moi je crois que tu voulais nous expliquer que la pratique c'est mieux que la théorie, mais en fait le projet c'était juste de raconter n'importe quoi. Non parce que c'est la Chine, hein. L'empire le plus long c'est... Donc on vient de voir dans cette vidéo qu'Oussama Ammar parle d'histoire. Quand on est créateur de contenu, on a une véritable responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Ce que je peux dire peut-être, c'est sur le fonctionnement de l'algorithme. Si vous dites quelque chose, par exemple, qui est clivant, que certains peuvent trouver vrai, que certains peuvent trouver faux, c'est le meilleur moyen d'avoir des commentaires et donc c'est le meilleur moyen d'avoir plus de reach sur vos posts. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une stratégie de certains influenceurs de justement d'avoir des contenus qui peuvent poser question et qui laissent le sujet libre à l'interprétation des gens en tout cas. On est dans une époque où le complotisme existe, on est dans une époque où il y a les vérités d'opinion et les vérités intérieures aux êtres. Et là, il y a le sujet des décideurs. On a un problème dans ce pays. Je me rappelle, au MEDEF, j'avais été dans une table ronde avec le patron de Facebook et je lui dis vous ne pouvez pas laisser dire n'importe quoi, vous êtes un média. Et il me dit non, je suis un espace public. Et donc, dans cet espace public, c'est à ceux qui interviennent de prendre leurs responsabilités. Ben non, la réponse, elle est non. Il y a des gens qui sont des diffuseurs et les gens qui sont des diffuseurs doivent pouvoir faire la police, doivent pouvoir intervenir. Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ce que Philippe vient de dire. C'est marrant parce que je trouve que ça touche à un sujet d'actualité du combat Elon Musk vs Mark Zuckerberg parce qu'en fait, on a le groupe Meta qui pour lui est pour le contrôle et X, donc
anciennement Twitter, qui lui est plus pour la liberté d'expression. J'aime pas l'idée de vouloir interpréter et d'être le juge de ce qui est une vérité ou non sur un réseau. Et justement, Jérémy, c'était la question que j'allais vous poser, sauf vous qu'il y a des qui choses qui accompagnez sont les des créateurs de vérités. contenu. Moi, en tout cas, je rejoins totalement Philippe, je suis d'accord avec toi sur le fond. Le seul problème, c'est qui fait la police et qui décide qu'un contenu est bon ou pas. Moi, je suis peut-être, tu vois, c'est ça la limite. Donc, je pense que on est en France, on a le droit de dire aujourd'hui ce qu'on veut, on est libre de dire ce qu'on veut. Alors, il y a certaines limites légales. Non, il y a certaines limites légales, je suis d'accord avec toi. Ça, elles sont là. Mais ce que fait ici Oussama Ammar, c'est pas illégal. Il raconte n'importe quoi. On est dans une société où il faut revaloriser l'expertise. Et c'est là la Et tout le monde face. devient expert de Voilà, tout. c'est À là un où moment la donné, face, c'est là où la mise en abîme de tout ce que l'on fait, et c'est là la mise en abîme de. Et moi, je pense que les marchés se régulent et qu'à un moment donné, les choses s'écrèment. Mais on sort de 10 années ridicules où n'importe qui, ou une jeune fille, parce qu'elle mettait des crèmes tous les matins, pouvait dire « je te conseille telle crème plutôt que quelle autre ». Ah bon, tu connais les dermes, tu connais la peau, tu connais les produits? Non, tu connais rien. Et vous, Jérémy, vous êtes Donc, expert en snack content. Donc il dites-nous faut ce que vous en revaloriser pensez. l'expertise, c'est pas possible ça. Tous les discours ne se valent pas. Non, j'allais rebondir sur ça. Alors, il y a une solution que Twitter a apportée et que Meta a mis en place, qui va mettre en place prochainement. C'est qu'en fait, il est possible maintenant, sous un contenu, qu'il soit publicitaire ou organique, de donner un avis. Donc, par exemple, il y a beaucoup de Sur une base de dropshippers. checking. Voilà, sur le checking. Donc, il y a beaucoup de dropshippers qui font de la promotion sur Twitter. Mais maintenant, tu vas pouvoir déclarer et dire c'est un site de dropshipping, tu peux trouver le même produit 20 fois moins cher sur AliExpress. Et donc, en fait, c'est un système, une sorte de vote. Et donc, en fait, il y a une autorégulation avec le marché. Si, effectivement, Oussama Ammar dit n'importe quoi, demain, il y aura marqué il a été vu par des dizaines de milliers de personnes, que ce contenu paraît faux. Et donc, il y aura une mention en dessous le contenu. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand tu décides que c'est une stratégie et une culture de support, tu peux t'organiser. Wikipédia, c'est organisé de façon à ce qu'un contenu, s'il est pourri, sorte 3/4 d'heure après être entré, et puis ensuite, il y a des tribunaux Wikipédia, il y a des experts Wikipédia. Alors, ça n'empêche pas certaines dérives, mais sincèrement, les dérives sont minimes, quoi. Bien sûr. Alors, on va continuer. Ce que vous avez partagé est très intéressant. On l'a vu. D'ailleurs, ça porte au débat, que ce soit de la vérité, que ce soit de la responsabilité, le choix de du créateur de contenu, j'ai fait attention. Donc on voit que le marketing d'influence a énormément d'avenir, malgré les bad buzz qu'il y a eu. Et il y a une vraie volonté de maîtriser sa communication et les cibles que l'entreprise va pouvoir toucher avec des budgets qui sont bien différents de ce qui se passe sur les médias comme la télé.